Bonjour à tous. On va donc démarrer ce webinaire organisé par l'IMDR et plus spécifiquement le groupe de travail et de réflexion qui s'intitule Facteurs organisationnels et humains, systémiques et maîtrise des risques. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le retour sur investissement des approches facteurs organisationnels et humains. Nous serons trois à faire cette présentation. Thierry Coy de Brunellis, de chez Thales, qui est expert UX-FH et qui est aussi l'un des co-animateurs du GTR, de l'IMDR, donc facteurs organisationnels et humains, systémiques et maîtrise des risques. L'autre orateur sera Jeff Merrick d'Orano, qui est expert FOH. Et le troisième, ce sera moi, donc Jean-François Vautier du CEA. Je suis expert FOH, professeur associé à l'INSTN et puis co-animateur du GTR FOH de l'IMDR. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est un webinaire FOH de l'IMDR, c'est plus spécifiquement le deuxième, puisqu'en fait, on a décidé au niveau du groupe de travail et de réflexion de lancer un certain nombre de webinaires. Le premier qu'on a lancé, donc début 2023, c'était un webinaire qui s'intitulait « Introduction aux facteurs organisationnels et humains ». Et il est en ligne sur YouTube et vous pouvez naturellement continuer de le regarder, où on a évoqué tout simplement les principaux concepts et puis un certain nombre de repères sur le développement d'un réseau FOH. Le deuxième webinaire, c'est aujourd'hui, qui est basé en fait sur une communication qu'on avait faite ensemble tous les trois, donc les trois auteurs, au Lambdamu 21, et qui s'appelait donc le calcul du retour sur investissement. Est-il inévitable pour valoriser efficacement le métier facteur organisationnel et humain, entre parenthèses, FOH? Alors, juste pour donner un petit repère de définition, les FOH ou facteurs organisationnels et humains ont été définis dans un arrêté, dit arrêté INB le 7 février 2012. Ce sont les facteurs ayant une influence sur la performance humaine, tels que les compétences, l'environnement de travail, les caractéristiques des tâches et l'organisation. Les facteurs organisationnels et humains sont aussi définis dans une association internationale qui est l'International Ergonomic Association, comme étant une discipline scientifique qui cherche à comprendre les interactions entre les humains et les autres éléments du système. Et c'est aussi une profession. Ces deux éléments qui semblent quand même importants de souligner dans le cadre de cette deuxième définition, c'est la notion d'interaction entre les différents éléments d'un système, et puis cette notion de profession, puisque pour redevenir un spécialiste FOH, il faut faire un certain nombre d'études, et qui vont permettre ensuite de faire un certain nombre d'études au sens, cette fois-ci, d'examen, de situation de travail, d'organisation. Voilà. Alors, on va commencer par parler du contexte et de l'origine de ces travaux sur le ROI. Alors, ROI, on va utiliser cette dénomination. ROI, c'est la définition anglaise, un Return of Investment, qui est plus connu, qui est connu de beaucoup de monde, on va dire. Voilà, donc ensuite on fera une définition du ROI et on vous montrera deux analyses, donc avec des exemples chiffrés à la clé, et ça nous permettra ensuite de faire une conclusion sur laquelle je reviendrai. Alors, je vais passer donc tout de suite la parole à Thierry Coy de Brunellis. Bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez bien? On t'entend bien. Ouais, parfait. Donc, en préambule, je voudrais revenir juste sur le fait, un point de terminologie, à savoir que les termes qu'on va employer, on va les employer indifféremment. On pourrait parler d'ergonomie, de facteur humain, de facteur organisationnel humain.
d'ingénierie des facteurs humains. Voilà, il faut entendre à chaque fois qu'on va prononcer, ou que plutôt moi je vais prononcer un de ces termes, voilà, les comprendre comme étant égaux, voilà, parce que suivant les organisations dans lesquelles on se trouve, voilà, il n'y a pas les mêmes dénominations, mais voilà, il faut juste comprendre qu'on parle à peu près de la même chose dans tout ça. Slide suivant, s'il te plaît, Jean-François. Donc, à l'origine, ces travaux remontent à il y a assez longtemps. Où je me posais la question, lorsque je travaillais pour Areva, de la manière dont on peut développer les activités facteurs humains. Et c'est un sujet que j'ai partagé avec Jean-François et aussi avec Jeff Merrick, qui va vous présenter le cas Areva. Et on se demandait comment améliorer et développer les activités FH. Et donc, cette question, elle ne portait pas seulement sur le domaine du nucléaire, mais sur les différentes organisations dans lesquelles on était, à la fois du nucléaire, des industries de défense, etc., des industries à risque, et puis sur les différents points que sont la conception, mais aussi l'exploitation d'installations qui peuvent être des installations industrielles ou nucléaires. Enfin bref, la question était de se poser, de savoir comment développer l'ensemble de ces activités d'une manière vraiment globale. Et notre expérience, particulièrement la mienne, m'a montré que l'argumentation qualitative, parfois, était une impasse. Et donc, la question vient naturellement à se dire, OK, comment est-ce qu'on peut arriver à dépasser tout ça? Jean-François, slide suivant, s'il te plaît. Donc, en fait, l'argumentation qualitative classique, elle trouve, disons, le développement de l'activité FH trouve des freins d'une manière générale. Alors, je vous en présente quelques-unes rapidement. Peut-être que ceux qui sont du métier parmi vous y ont également été confrontés, mais on a souvent droit à tiens, l'ergonomie c'est du bon sens, et vous verrez que le cas que je vous présente était basé là-dessus. Et donc, tout le monde peut être ergonome, ou j'ai rencontré des équipes qui me disent écoute, on a toujours fait sans vous, on a réussi à construire, à développer, à concevoir des installations extrêmement complexes, et on y est très bien arrivé. Des fois, c'est de la méconnaissance du métier, des fois, c'est du recouvrement de domaines les uns sur les autres, et puis on peut s'entendre dire que notre métier, on marche un peu sur les plates-bandes de l'ingénierie système, du contrôle-commande. Enfin, voilà, il y a un peu des problématiques de restriction des périmètres techniques des métiers et de mise en danger de ces périmètres. On sent ça parfois. Slide suivant, Jean-François, s'il te plaît. Des fois, il y a aussi une mauvaise compréhension du métier, où on peut comprendre que l'ergonomie, donc, ou les facteurs humains, ça se restreint simplement à l'ergonomie de surface. J'ai déjà entendu vous occupez des couleurs d'IHM ou de la salle de commande d'installation nucléaire. Voilà. Et puis il y a aussi une grande diversité d'applications de notre métier sur la santé, sur les IHM, sur l'aménagement de postes, de l'organisation, etc. Ce qui fait que ça peut aussi parfois créer un peu de confusion. Et puis il y a des difficultés de compréhension de l'articulation du métier parfois avec les autres processus d'ingénierie. Il y a aussi des cultures des équipes, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, de conception et d'exploitation qui ont souvent fait sans nos métiers, et voilà, et qui ont du mal un peu à voir comment nous positionner. Vous aurez compris, là, ici, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, que je parle vraiment de l'industrie lourde, on va dire, de l'industrie de défense et du nucléaire, principalement. Voilà, et c'est assez différent, la perception du métier peut être assez différente dans d'autres domaines grand public, bien sûr. Voilà. Slide suivant, Jean-François, s'il te plaît. Il est passé. Alors, il va arriver. Moi, je ne l'ai pas à l'image, mais... Alors, est-ce qu'il arrive? Non. Alors, pourquoi ça bug chez moi? C'est pas grave. Ah, ça y est, merci. Donc, il y en a deux. Jean-François, si tu peux revenir en arrière. Voilà, merci. Donc en fait, pour dépasser ces problématiques, ces freins, comme beaucoup, nous avons mis en place et nous avons un argumentaire
voilà, sur les FOH et sur la nécessité d'investir dans les FOH qui permettent, en fait, cet investissement, il permet d'avoir un retour justement sur un investissement. C'est une première forme de ROI. Donc, c'est du très classique. On augmente l'efficience des systèmes, des organisations, on prévient les accidents, on améliore la maîtrise des risques, on permet sur les systèmes d'avoir un entraînement qui soit plus rapide, qui soit moins cher, des systèmes qui soient plus intuitifs, plus user-friendly. Il y a aussi la question importante de l'acceptation des produits, des services développés qui se fait de manière plus facile par les utilisateurs finaux ou les clients, etc. etc. Mais cet argumentaire-là, parfois, ne suffit pas. Jean-François, le slide suivant, s'il te plaît. Et donc, il m'est personnellement arrivé d'être confronté à cette question de OK, tout ça c'est très bien, mais finalement, c'est quoi le ROI des FOH? Grosso modo, c'est quoi le ROI de ta métier? Et donc là, on sent bien que finalement, il y a une nécessité de dépasser le ROI qualitatif pour aller vers du ROI quantitatif. Parce que tous les arguments dont j'ai parlé avant présentent bien un retour sur investissement, mais simplement qualitatif. Donc, vu qu'il manque une métrique derrière, on sent que souvent, moi, au moins, j'ai eu cette impression-là de devoir justifier et qualifier plus finement quel était le ROI financier. Slide suivant. Donc, la question qui s'est posée, ça a été de se dire, très bien, quantifions financièrement ce retour sur investissement des FOH. Donc, la première question qui vient, c'est de se dire, donnons-nous déjà une définition du ROI. Et donc, nous sommes partis sur une définition relativement classique, où le ROI est un pourcentage qui, grosso modo, évalue quoi? Évalue les gains que j'obtiens à investir dans un domaine, dans un métier, moins le coût de cet investissement. Et tout ça, je le divise par l'argent que j'ai investi, le coût d'investissement, multiplié par 100, évidemment, pour donner un pourcentage. Donc, en fait, dans les analyses qu'on va vous présenter, nous sommes partis de cette simple définition qui a pas de prétention, qui présente certaines limites, on est tout à fait conscient là-dessus, et qui pose d'ailleurs bien des questions dans la manière de le calculer, mais on va en discuter. Et donc voilà, nous sommes partis de nous sommes fixés cette définition-là pour cadrer les résultats qu'on va vous présenter. Slide suivant, Jean-François, s'il te plaît. Donc, dans les deux analyses que nous allons vous présenter, deux choses importantes. Donc, la première analyse, elle porte sur une installation nucléaire, un premier domaine. La deuxième sur un équipement radio, donc le monde de la défense, un autre type d'industrie. Et vous allez voir qu'en fait, quand on commence à rentrer dans le ROI, on peut se poser la question du retour sur investissement des FOH en conception, ce qu'on appelle en CAPEX, pour l'acronyme anglais, ou en exploitation. Et vous allez voir dans la première analyse que on a des chiffres qui sont relativement impressionnants, à la fois sur la conception et sur l'exploitation. Sur la partie qui me concernera, je me focuserai que sur la partie conception parce que la partie exploitation est à peu près inaccessible. Voilà, donc je vais passer la parole maintenant à Jeff, qui va vous présenter le premier cas. Jeff, si tu veux bien. Ton micro, n'oublie pas ton micro. Bonjour tout le monde. Donc moi je vais vous présenter un cas Orano, à l'époque Areva. Donc une analyse sur le ROI qui avait été menée après la réalisation d'un projet intégrant les facteurs humains sous l'impulsion de Thierry qui à l'époque était au Corp côté Orano. Donc rapidement pour vous présenter l'installation, donc c'est un atelier de stockage d'acide fluorhydrique sur le site du Tricastin. Donc ça permet de stocker de manière temporaire de l'HF issu du traitement des gaz, voilà, du procédé qui ensuite cet HF part par convoi routier ou par train. Donc, élément important, le chef de projet MOA de la maîtrise d'ouvrage avait déjà réalisé des projets avec des compétences FOH dans sa vie antérieure. Et le chef de projet MOE, j'avais travaillé avec lui récemment sur un projet sur lequel on avait été appelé beaucoup trop tard et où il y avait eu
une demande de l'ASN et des difficultés sur l'aménagement et l'exploitabilité de la situation. Donc là, sur les photos, vous pouvez voir l'installation finale. Donc au milieu, en bas, voilà, c'est l'installation avec des grandes cuves de stockage d'HF. En vert, c'est les équipements de dépotage, donc pour le train ou pour les citernes sur camion. Et à droite, il y a les utilités et la partie vestiaire. Et il y a également un petit laboratoire à l'étage dans le bâtiment stocker. Voilà, vous pouvez passer au slide suivant, Jean-François, s'il te plaît. Donc pour reprendre un petit peu les études FOH qui ont été menées dans le cadre de ce projet, donc les études ont démarré en APD, donc avant projet détaillé, donc c'est-à-dire la phase avant la contractualisation et la réalisation de l'installation. Donc il y avait quand même tout un tas d'éléments qui étaient déjà figés. L'implantation des locaux était déjà établie, mais il restait quand même quelques marges de manœuvre. Donc au niveau des analyses qui ont été réalisées, donc un REX sur l'exploitation et la maintenance des installations existantes. Donc à l'époque, il y avait 2 stockages HF existants, 1 et 2. Et là, l'idée, c'était de faire un nouveau bâtiment pour remplacer ces 2 installations plutôt vétustes. Donc on a fait une analyse des activités sensibles. Donc c'est les opérations humaines qui peuvent avoir un impact sur la sûreté de l'installation. Ça a conduit à la définition de recommandations FOH. Et ensuite, on a fait une analyse de l'aménagement, donc sur les plans. Et voilà, élément important aussi, on avait réussi à impliquer dedans le CHSCT, l'ergonome du site, l'exploitant. Voilà, donc c'était un projet un peu novateur aussi par rapport à ça. Donc ça, c'est pour la phase étude. Sur la phase réalisation, un peu moins d'études, mais notamment la vérification de la bonne prise en compte des préconisations FOH dans les CCT et doc fournisseurs. Quelques analyses de l'aménagement de détail. Donc, il y a une salle de conduite locale, un petit laboratoire, des locaux de vie, notamment les vestiaires à l'étage là, et une salle de repos. Une analyse experte sur la charte graphique de conduite de l'installation. Et participation aux recettes, donc voilà, des essais chez le fournisseur avant que la finalisation de la réalisation des équipements. Donc on allait faire des essais chez le fournisseur sur les boîtes à gants, le poste de prise échantillon. Et on a également, une fois que l'installation a été construite, fait des essais sur place, sur l'installation, pour vérifier la maintenabilité des pommes, des vannes, la partie dépotage camion et wagons. Et la dernière étape, ça a donc été de chiffrer le gain, donc le REC sur le retour investissement de cette démarche FOH inclus dans le projet. Donc c'était un budget spécifique parce que bon, c'était quand même de mémoire une vingtaine de jours de travail. Et pour réaliser le projet, donc études, conception et réalisation, on était deux consultants ergo FOH, pas à temps plein, mais slide suivant, s'il vous plaît. Donc la démarche de REX, donc on a dû présenter la démarche aux différentes parties prenantes pour leur dire que le but c'était de valoriser les études FOH. Le projet était plutôt content du travail qui avait été mené. Donc on a fait des visites et des observations dans la nouvelle installation en exploitation. On a réalisé des entretiens avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, donc côté exploitant et maintenance. On a fait de l'analyse de recherche d'infos dans les documentations produites. On a fait un livrable de synthèse et des réunions de restitution sur le sujet, et ça portait notamment sur le REX en termes d'exploitabilité, maintenabilité, sécurité. Donc il y avait et un aspect qualitatif et un gros aspect quantitatif, donc c'est la partie REX financier. Bon, sur la droite, vous avez le nombre de personnes qui ont été consultées. Voilà, si vous pouvez passer au slide suivant. Merci. Donc là, je vais vous présenter quelques exemples des modifications entre l'ancienne installation et la nouvelle qui ont permis justement de faire le chiffrage des gains. Donc par exemple, sur l'ancienne installation, donc c'est sur la partie gauche, on avait un nombre de déplacements annuels en kilomètres assez chiffré, assez important. Donc ça a permis les modifications, l'ajout de pilotage avec le contrôle commande a permis de diminuer de manière aussi significative les déplacements. Ce qui est important surtout, c'est les distances parcourues en tenue anti-acide et les montées-descentes d'escalier. Donc monter-descendre d'escalier, c'est sur le bas, et on voit que pour l'exploitant qui a son vestiaire au niveau de l'étage, il n'a plus besoin de monter et descendre
les escaliers avec ces tenues anti-acide, sachant que je sais pas, ça va être 6 ou 7 mètres de hauteur, et la tenue anti-acide, donc il y a le port du masque. C'est une tenue qui est assez lourde, et voilà, à l'intérieur, il fait pas froid. Donc on est arrivé à 2, on a estimé que la baisse du nombre de montées-descentes d'escalier était divisée par 2,2, et on en a déduit qu'il y avait 2,2 fois moins de risque d'exposition aux chutes dans les escaliers. Le slide suivant, Jean-François, s'il te plaît. Et voilà, donc ça reprend un petit peu les éléments que je vous ai présentés avant. Donc voilà, suppression des déplacements en tenue HF, et ça, franchement, c'est pas rien. Des escaliers qui sont conformes aux normes, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Limitation des déplacements en tenue anti-acide. Il y a tout un tas d'éléments également complémentaires, douche de rinçage pour les tenues spécifiques, donc des nouvelles douches qui permettent d'être sûr qu'on n'a plus d'HF sur les tenues, la mise en place de plus de tuyaux d'air respirable pour se connecter avec le masque, et une diminution du temps d'intervention et de maintenance. Slide suivant, s'il vous plaît. Un autre exemple en termes de règles de maintenabilité, donc c'est pour le démontage des pompes HF, donc qui permettent de faire les transferts entre les cuves et les wagons ou depuis l'installation. Donc sur les installations initiales, les pompes étaient situées sous des caillebotis. Bon, je ne sais pas si c'est visible, mais la première photo, on distingue que la pompe est un petit peu loin, donc il faut démonter un caillebotis, descendre sur la cuve, baliser la zone, refermer ensuite. Donc on avait un temps d'intervention qui était beaucoup plus important qu'avec la nouvelle installation où la pompe a été mise directement dans un capotage à hauteur d'homme au niveau du stocker. Voilà, donc une pompe à hauteur d'homme, facilement accessible, une rétention d'HF dans les pompes oui, le point, il y avait un petit point faible quand même, mais qui existait avant, c'était les modalités de récupération de l'HF dans les pompes. On n'avait pas traité ce point-là. Et problème technique sur les pompes, mais là, c'était pas HF non plus, c'était pas FOH, c'était plutôt un problème de procédé. Donc la durée d'intervention pour la maintenance donc a été divisée par 2. Et ensuite, on a fait le calcul avec le nombre de pompes changées par an pour estimer les gains. Vous pouvez mettre le slide suivant. Oui, pardon, il est arrivé. Donc le REX maintenabilité sur les vannes, donc dans la nouvelle installation, donc il y a eu tout un tas de réunions qui ont été faites avec notamment le métier installation en général, c'est lui qui positionne un petit peu les équipements dans la maquette. Donc on a mis en place des passerelles d'accès fixes pour faciliter l'accessibilité des flexibles, des vannes, des panoplies, des postes de connexion. On a essayé de autant que possible limiter l'utilisation d'un escabeau et surtout limiter l'utilisation d'un échafaudage, ce qui est voilà, très contraignant et long à la mise en œuvre. Donc le retour, là, bon, c'est pas un ROI chiffré, mais on a seulement 3 vannes qui nécessitent le montage en échafaudage pour être maintenu sur les 766 présentes dans l'installation. Donc là, il y a vraiment un gros travail qui a été fait sur le sujet, et on peut voir sur la photo voilà, les différentes vannes, voilà, la position des vannes dans l'installation. Exemple suivant, s'il vous plaît. Là, c'est le cas de la vanne PE, donc voilà, on est toujours dans la comparaison avant, après. Donc sur les installations initiales, on avait des vannes situées derrière des panneaux de protection qu'il fallait démonter, ce qui présentait des risques de chute, parce qu'on était plus au-dessus des caillebotis. Et dans la nouvelle installation, on a vu les vannes à hauteur d'homme et facilement accessibles. Et là, pareil, on a une opération qui prend 2 fois moins de temps d'intervention. Et le dernier exemple, juste après. Donc là, il y a eu un très gros travail. Donc pour aller des citernes jusqu'au wagon, sachant qu'il y a des typologies de wagons différentes, des hauteurs, des profondeurs, il y a une passerelle mobile qui permet de se positionner au-dessus du regard de connexion de la citerne. Et donc pour que ça puisse bien se connecter, il y a cette passerelle mobile avec des flexibles. Et ces flexibles, il faut les changer régulièrement, comme ça fait transiter de l'acide fluorhydrique. Donc il y a eu
première version qui a été identifiée. Donc, c'est sur le petit schéma où en droite, tu avais les durées qui conduisaient à une durée d'intervention de 8 heures de mémoire, contre 4 dans la situation existante où il n'y avait pas justement tous ces équipements-là. C'était un peu plus difficile d'accéder. Donc là, on était plus facilement accessible en exploitation, mais pour la maintenance, c'était plus compliqué. Donc, on a travaillé justement sur comment accéder aux brides, notamment de ces flexibles, et pour les démonter plus facilement. Donc, on est arrivé à une durée d'intervention de 2 heures sans avoir besoin de monter un échafaudage. Donc, on a un ratio de 2 à 4 selon qu'on prend le scénario des installations existantes ou les scénarios intermédiaires définis en phase initiale de conception du projet. Le slide suivant, Jean-François, s'il te plaît. Voilà, donc si on met, alors j'ai pas mis tous les exemples, il y en avait peut-être déjà un petit peu beaucoup, mais voilà, si on met dedans les changements de flexibles, côté camion, côté wagon, les changements de pompe, les changements de vanne, la consultation par poste déporté, donc ça on l'a pas vu, mais pendant les dépotages, il faut que l'opérateur aille paramétrer certains paramètres procédés. Et donc avant, il devait sortir, donc se nettoyer, enlever sa tenue, aller paramétrer le process sur la salle de conduite. On a mis un poste déporté accessible directement depuis le stocker en tenue anti-acide. Donc il n'y avait que le clavier et la souris qui étaient dans la partie stocker et l'ordinateur, lui, était côté laboratoire dans une zone sans risque HF. Donc ça a permis de gagner pas mal d'heures. Les déplacements pour les connexions, déconnexions, on a vu tout à l'heure les allers-retours, donc il y a des gains significatifs également là-dessus. Et un élément assez fort aussi, c'est les rondes, du fait de la mise en place de caméras, de détecteurs, de tout un tas de suivis de paramètres automatisés. Ça a permis de limiter le temps de présence dans les installations. Donc tous ces éléments-là, les gains horaires, fois le nombre d'opérations dans l'année, fois le temps la durée d'exploitation de l'installation, qu'on a évalué à peu près 30 ans, et en mettant le taux horaire à peu près d'un intervenant, on est arrivé à un budget d'à peu près un gain d'environ 1 million d'euros, 950 000 euros sur la partie exploitation. Voilà, et sur le slide suivant, on va voir sur la partie conception, les gains qu'on peut être faits également. Donc c'est un des rares projets à l'époque où le projet avait été livré dans les temps et sans dépasser le budget. On avait même gagné un petit peu on n'avait pas dépensé tous les aléas. Donc le projet, avec le métier cost, on identifié qu'il y avait à peu près 400 000 euros d'aléas non dépensés grâce aux études FOH. Et sur la partie revue maquette, à peu près 650 000 euros d'économisés. Donc en additionnant les deux, on arrive sur un total de 2 millions d'euros de gains. Et je ne sais plus si on avait mis, oui, sur la slide, je ne sais pas si je l'ai mis, le nombre d'heures après. Oui, c'est la slide après, s'il te plaît, Jean-François. Sachant que voilà, le coût de l'intervention FOH, c'est pas grand-chose, c'était moins de 100 000 euros. Donc en gros, sur un coût ingénierie de 8 millions, le projet, ça devait être, je sais pas, plusieurs dizaines, à peu près 30 millions d'euros, ou 30 ou 40 millions d'euros. Donc 1 euro d'ingénierie d'FEH dépensé permet d'économiser 20 euros, en plus des aspects qualitatifs et pour la sûreté également, parce que toute la partie analyse de sûreté n'a pas forcément conduit à des gains financiers qui ont été calculés, mais voilà, enfin, le temps passé dans les installations à faire des cresses ou un arrêt d'installation, c'est non négligeable également pour l'exploitant. Donc 2 millions d'euros d'économie pour 100 000 euros de FOH dépensés, ce qui fait un CAPEX donc pour la partie conception de 950% et pour la partie OPEX de 850%. Voilà pour ma partie. Donc, je ne sais pas pour les questions, si on les fait maintenant ou à la fin. Mais... Après. Très bien. Ouais. Merci Jeff. En ce qui concerne le deuxième sujet, je vais vous présenter des travaux qui ont été faits sur un équipement radio. Et le contexte, en fait, c'était le fait de remplacer, d'aller vers une nouvelle génération de radios. Et dans le cadre des radios, il y a des combinés. C'est ce que vous voyez à gauche sur la slide. Là, ce que vous voyez, c'est le combiné radio historique, on va dire, qui a été vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires
et qui est encore aujourd'hui en exploitation dans les forces et qui va l'être encore pendant un moment. Et donc, dans le cadre de cette rénovation et de la création d'une nouvelle génération de radios, la question se posait de savoir, très bien, ce combiné, que doit-il devenir? Quel va être le nouveau combiné? Comment le concevoir? Etc. Et donc, il y avait une exigence majeure, on va dire, côté ergonomie facteur humain, c'était à savoir que l'équipement doit pouvoir être utilisé aussi bien par les droitiers que par les gauchers. Je vous passe les détails des 5e percentiles et 95e percentiles, etc. Mais voilà le contexte de l'analyse. Et donc, il y a deux sujets autour de ce combiné radio nouveau à concevoir. Le slide suivant, s'il te plaît, Jean-François. Voilà. Le premier sujet d'intérêt était le fait que sur un équipement radio, sur un combiné comme ça, il y a ce qu'on appelle des push-to-talk. Alors pardon Jean-François, je vais te faire jouer un peu avec le clavier. Est-ce que tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Non, dans l'autre sens. Voilà, merci. Et là, ce que vous voyez sur la droite du combiné, en bas, là, au niveau du coude, sur le côté, vous voyez un rectangle qui sort, ce qu'on appelle les push-to-talk. Donc, c'est vraiment comme sur un talkie-walkie, vous appuyez sur les boutons, il y en a deux, pour parler, pour passer une communication. Et c'est en fait, et tout le point de cette analyse, de cette étude de cas, vient de ces push-to-talk. Jean-François, tu veux bien repasser au slide suivant, s'il te plaît? Merci. Et donc le premier point là, c'était la question qui m'a été posée par le projet, était de dire, tiens, on a pensé que sur ces push-to-talk, on pouvait mettre, on a mis telle symbologie. Alors, je ne sais plus précisément si c'était un carré ou un rond. Et puis, ils ont voulu passer au fait de mettre juste une flèche pour symboliser qu'on parle soit sur un réseau haut, soit sur un réseau bas, et pour avoir une redondance entre la position du bouton et puis le réseau de communication dans lequel on parle. Et en fait, ils m'ont posé la question, et puis je leur ai demandé si effectivement ils avaient interrogé les forces, et il m'a été répondu que non. Et donc finalement, en appelant un des représentants des exploitants, donc de l'armée, je me suis entretenu avec lui pour discuter de ce besoin et de l'intérêt d'avoir une symbologie qui soit associée au bouton. Et ce qu'il m'a répondu, c'est que non, il n'y en avait pas besoin, et que ça pouvait être un plus éventuellement, mais qu'à date, par rapport à l'historique et à l'usage du combiné que vous avez vu juste avant, il n'y avait pas d'utilité. Si tu veux bien cliquer, Jean-François, pour faire un défilé. Merci. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, la demande de modification de l'ingénierie a été lancée pour faire juste une modif du plan 3D avant l'impression. Et donc, voilà, le coût de l'ingénierie, entre guillemets, qui n'était pas utile ou nécessaire du point de vue opérationnel, c'est monté à 1850 €. Voilà, ce qui est un coût pas forcément important, mais qui est un coût quand même. Jean-François, si tu veux bien appuyer, voilà, et une nouvelle fois. Voilà. Ce qui fait que par rapport au temps nécessaire pour infirmer le besoin opérationnel, eh bien, on se rend compte que 1 € d'ingénierie facteur humain, ça aurait économisé 67 €. Ce qui fait une économie potentielle de 1 800 €, et donc ce qui nous donne un ROI en CAPEX d'environ 6 000%. Alors, ça peut paraître assez énorme, mais c'est bien ce que donne le résultat de ce calcul. Donc ça, c'était un premier point, j'ai envie de dire le plus anecdotique, parce que malgré tout, on reste sur des montants qui sont peu élevés, mais ça reste quand même intéressant en termes de chiffres, et pour montrer quand même la puissance et l'efficacité des FOH. Le deuxième sujet d'intérêt dans cette étude de cas, Jean-François, si tu veux bien aller au sujet suivant, c'est qu'en fait, la question était vraiment de satisfaire l'exigence de latéralité d'emploi du combiné par les droitiers et par les gauchers. Et donc, par rapport à ça, si tu veux bien cliquer, Jean-François, à nouveau, s'il te plaît, encore une fois. Merci, super.
La solution côté design qui a été imaginée, eh ben, a été de se dire, c'est bien simple, on a des push-to-talk qui antérieurement étaient sur le côté du combiné, mais bon, c'est pas forcément génial pour les gauchers, donc ben, la solution qui semble être évidente et de bon sens, ça va être de mettre en position centrale sur le combiné, sur l'intérieur du combiné, ces deux push-to-talk. Et donc, au regard de ça, cette position centrale, elle est extrêmement importante parce qu'elle a une répercussion globale sur tout le design du combiné qui intègre des nouvelles technologies de traitement du son et de propagation du son. Et donc, il y a des cartes, et il y a des moulages, et la position est extrêmement importante. Et malheureusement, quand cette solution a été présentée en séance, eh ben, elle n'a pas été acceptée par les opérationnels pour la simple et bonne raison que ben, cette conception ne répond pas à un des cas d'emploi du combiné radio. Jean-François, si tu veux bien montrer le slide suivant, s'il te plaît. Voilà, et ce cas d'emploi, il est assez particulier, à savoir qu'il y a plusieurs moments dans l'émission où les opérationnels ont besoin d'avoir le combiné qui est passé entre le casque et leur joue, comme vous le voyez sur les trois photos, et que dans ces cas-là, eh bien, si on a des push-to-talk qui sont en position centrale, comme c'était imaginé par la solution, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas appuyer sur les push-to-talk. Et c'est pour ça que historiquement, ils étaient placés sur la droite du combiné. Et donc, en fait, ça a été un point de blocage important qui a mené à quoi? Qui a mené à la refonte de la solution. Jean-François, si tu veux bien passer au slide suivant, s'il te plaît. Et donc, il y a un coût de réingénierie global parce que là, c'était un sous-traitant qui était impliqué, qui était aux alentours de 95 kg €. En sachant que là, dans les coûts dont je parle, les coûts sont minimisés parce que je ne mets pas dedans tous les coûts qui sont associés à la partie industrielle pour s'interfacer avec le sous-traitant. Et donc, lorsqu'on met en perspective ces chiffres, Jean-François, si tu veux bien faire défiler, s'il te plaît, encore une fois. Merci. Eh bien, on se rend compte que le coût qui a été nécessaire pour recueillir le besoin, l'exprimer, si jamais on avait pu le faire en amont de la conception et le documenter, ça s'élevait à 220 €. Et si je mets ça en perspective par rapport au coût de réingénierie, ben là, on voit qu'on passe de 1 € d'IFH investi à 433 € d'économie, ce qui nous fait un ROI en CAPEX de 43 000 %. À nouveau, ça semble assez vertigineux, mais ça reste le calcul qui nous donne ça. Donc voilà pour cette analyse sur un équipement radio qui nous montre qu'on peut avoir des ROI côté facteur humain qui vont de, Jean-François, si tu peux passer au slide suivant s'il te plaît, qui vont de plusieurs centaines de pourcents à plusieurs dizaines de milliers de pourcents de retour sur investissement. On voit quand même que ce retour sur investissement, il est aussi fonction de la complexité des projets. Voilà, si on est sur de l'installation, si on est sur de l'équipement, et que il y a de l'exploitation aussi qui peut rentrer dans tout ça. C'est plus facile à estimer ce retour sur investissement sur des projets où il y a de la rénovation et où on peut faire un parallèle, un comparatif comme l'a présenté Jeff tout à l'heure, ce qui n'est pas forcément le cas sur des projets où il y a de la rénovation et qu'il y a 30 ans qui s'écoulent entre les différents projets. Comme vous l'avez bien compris, et c'est ce qu'on cherchait, ça nous a permis d'apporter une preuve plutôt factuelle. Mais ce qui est extrêmement important et ce qu'on tenait à souligner là, c'est que on a eu la chance, aussi bien Jeff que moi, d'avoir accès aux différents chiffres et que, enfin, voilà, ou à des estimations de valeur, de grandeur, mais c'est pas toujours le cas et c'est pas toujours facile. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'un ROI, ça se construit et que là, on a eu la chance de pouvoir faire ces calculs et on est content de pouvoir les partager avec la communauté. Jeff, je te laisse la suite. Jean-François. Bien, pour terminer cette conclusion, finalement, la question c'est, donc il y a un ROI, c'est ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est ce qu'on a essayé de chiffrer, et finalement pour sortir
comme on disait, il y a maintenant, est-ce que finalement c'est quelque chose qui est suffisant pour développer les FOH dans nos organisations? Eh bien, c'est quelque chose qui est important, effectivement, de montrer un certain nombre de points, comme on l'a évoqué aujourd'hui. Mais finalement, et c'est un autre travail qu'on a fait tous les trois et qu'on pourrait éventuellement vous présenter si ça vous intéresse sur un autre webinaire, on s'est posé ces fameuses questions finalement de la condition ou des conditions d'une transition vers le développement des FOH dans nos organisations. Est-ce que c'est une question de temps? On voit aujourd'hui que finalement cette dynamique FOH, elle est de plus en plus importante dans nos organisations. Est-ce qu'il y a d'autres conditions à mettre en œuvre? Très certainement, et c'est là-dessus qu'on avait un petit peu travaillé ensemble et qu'on pourrait revenir vous présenter quelque chose si vous jugiez un intérêt à le faire. Alors, juste pour terminer et laisser la place aux questions, pour aller plus loin avec l'IMDR, sachez que sur le côté FOH, en fait, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites récemment. Typiquement, il y a un livre qui est sorti, qui a été coordonné par André Lannoy, donc la fiabilité des centrales nucléaires, méthodes, données et applications, qui est en vente chez East Éditions. Ce livre est en français et il est également en anglais. Donc, on a mis les liens vers la possibilité d'acheter ces livres. Voilà. Et dans ces deux livres-là, donc avec Nicolas Dechy, Yves Dien et puis moi-même, on a réalisé un chapitre sur les dimensions humaines et organisationnelles de la fiabilité et de la sûreté nucléaire. Donc ça, c'est le premier point qui est important par rapport à un travail qui a été fait dans le cadre de l'IMDR. Autre chose, il y a une collection dite collection Sion qu'on fait dans le cadre de l'IMDR en partenariat avec les éditions techniques de l'ingénieur, qui sont des livres qui sont gratuits aussi, qui sont téléchargeables, des livres électroniques qui sont gratuits, qui renvoient en fait à des rencontres inter-GTR qu'on fait au mois de juin 2020, enfin au mois de juin. Et typiquement, si vous cliquez sur ouvrage IMDR, vous aurez la possibilité de télécharger les livres. Petite information, normalement devrait sortir à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine un autre numéro de la collection qui sera autour de l'anticipation. Donc typiquement, c'est un thème en Sion que nous étudions. Le 21 juin 2024, il y aura la 8e rencontre inter-GTR, donc c'est les rencontres telles que je les évoquais, qui se font en présentiel et en distanciel. Et à l'heure actuelle, on est en train de définir en fait la thématique en Sion que l'on va en fait étudier le 21 juin 2024. Voilà, donc c'est la fin de ce qu'on souhaitait vous présenter.